à tous, chers élus. Bienvenue dans ce premier épisode des webinaires confinés de l'Uracen. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux synergies gagnantes entre les collectivités et l'Uracen en réalisant un focus tout particulier sur le territoire du Pas-de-Calais. Dans cette perspective, nous avons le plaisir d'accueillir 3 témoins qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation. Monsieur Thibaut Guessens, élu à la ville de Lens, 5e adjoint, en charge du personnel de la ville et des finances. Bonjour et merci d'être avec nous. Monsieur François Xavier, chef de service à la ville d'Arras, directeur de la vie associative, ainsi qu'Éric Chérigier, le directeur de l'association Cirque en Cavale, située à Pernes-en-Artois, en cours de déménagement et d'installation à Calonne-Ricoire, qui nous en dira un peu plus tout à l'heure. Et bien sûr, pour nous accompagner, comme toujours, puisque c'est leur expertise, Éric Milk, président, ainsi que Thomas Desmestres, directeur de l'Uracen. Nos 2 représentants de la structure nous expliqueront leur travail et préciseront les services qu'ils délivrent au quotidien aux collectivités. Donc, avec ce superbe panel d'invités, nous allons nous poser les questions suivantes. Comment les collectivités peuvent-elles à la fois structurer, sécuriser et dynamiser leur vie associative? Comment mettre en place un partenariat gagnant avec l'Uracen pour compléter l'offre d'accompagnement aux associations? C'est l'enjeu de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Avant de démarrer, je tenais à préciser à nos auditeurs et auditrices que ce webinaire a également vocation à pouvoir répondre à leurs questions en utilisant l'outil de chat proposé par GoToMeeting tout en haut à droite de votre écran, et que je précise également que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement et a vocation à pouvoir être diffusé ultérieurement. Donc, merci à tous pour votre présence. De manière à bien recadrer notre sujet du jour, Éric Milk, président d'Uracen, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'Uracen, hein, je le précise, l'Union régionale des associations culturelles et éducatives du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui agit aujourd'hui sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. C'est une association de loi de 1901, créée en 1965. En 2020, Éric Milk, quelle est la raison d'être de l'Uracen? Donc, l'Uracen, comme vous venez de le dire, Maxime, c'est donc l'Union régionale des associations culturelles et éducatives des Hauts-de-France. Nous sommes une association au service des collectivités pour développer leur vie associative et donc des associations. Nous avons une expertise que nous mettons au service des collectivités afin de développer leurs projets et leur vision donc locale du développement de leur vie associative. Thomas Desmestres, vous êtes le directeur de l'Uracen, vous sillonnez notamment le Pas-de-Calais toute l'année. Comment vous organisez un vaste réseau de plus de 300 membres, à collectivités et associations? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, vous, déjà, sur votre mission, votre travail au quotidien, ce que vous apportez à vos adhérents? La grosse vocation et la plus-value de l'Uracen, c'est l'écoute, c'est le conseil, c'est des réponses et puis beaucoup de pédagogie. Comprendre au final la gestion d'une association, c'est très important pour nos bénévoles locaux, dans nos communes, sur nos territoires, qui l'habitent et qui régénèrent la vie associative. C'est aussi en collectif organiser des formations pour partager les questions des autres. L'écoute, c'est très intéressant et évidemment, toujours les réponses qui sont apportées. Et enfin, l'Uracen, c'est un réseau d'échange des bonnes pratiques régionales. Nous avons des permanences, on verra tout à l'heure, sur d'autres départements. Ça permet bien de pouvoir s'inspirer de ce qui marche chez les autres et en faire profiter l'ensemble des collectivités adhérentes chez nous. Ok, très bien, merci à vous deux. Avant de commencer l'échange avec nos invités, je vous propose de visionner cette petite vidéo qui récapitule le job de l'Uracen.
Très bien, merci de votre attention. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site internet de l'Uracen. Dans un premier temps, je m'adresse à Monsieur Thibaut Brissens qui est parmi nous. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes élu à la ville de Lens, 5e adjoint en charge du personnel de la ville et des finances. Vous êtes récemment élu, hein, disons, vous avez intégré l'équipe municipale lors des dernières élections. Ma première question est assez simple. À votre arrivée, lors de votre prise de poste, finalement, quel regard avez-vous porté sur l'offre de service de l'Uracen? Oui, bonjour. Écoutez, alors effectivement, c'est mon premier mandat d'élu. J'ai une certaine connaissance des collectivités territoriales. Je ne sais pas s'il y a des gens qui pourraient couper leur micro parce on a un retour de conversation. Effectivement. Oui, j'invite Monsieur Chérigi. Voilà. C'est mon premier mandat d'élu, mais j'ai une certaine connaissance des collectivités puisque j'ai travaillé en cabinet au Conseil régional Picardie et personne n'est parfait. Et j'étais DGS de la ville de Los Angeles pendant 8 ans, donc je découvre pas le monde des élus, même si le travail de l'élu est pas tout à fait le même que celui du DGS en réalité. Et donc c'est extrêmement intéressant d'ailleurs de regarder le sujet après le parcours que j'ai fait, de reprendre dans ce sens-là. Donc je rentre dans ce sujet. Alors je suis élu aux finances personnelles et aussi aux associations qui, pour le coup, alors dans la petite subtilité, sont ni sportives ni culturelles. Mais comme j'ai eu un engagement culturel pendant très longtemps, j'étais musicien dans un groupe de métal et que je suis actuellement encore musicien dans un groupe de black metal. Donc j'ai toujours gardé en moi la question de la culture comme une question vivante. Et le monde du théâtre, le théâtre en réalité, puisque c'est toujours la même chose, il n'y a pas trop de secret pour moi, toutes les coulisses, tous les autours et tous les alentours. Alors comment j'ai regardé la question de l'Uracen là, quand l'offre de service? Moi, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est de voir un acteur un peu supra au service d'autres acteurs. Et dans les discussions que j'ai eues avec M. Desmaîtres, c'était tout de suite identifié, si vous voulez, dans le monde en mouvement, en très grand changement que nous allons connaître. Je pense que l'idée d'avoir des écosystèmes coopératifs de territoire
vont nous permettre, c'est très très précis les mots que j'utilise, vont nous permettre d'affronter la question des transitions énergétiques, transition alimentaire, toute la transition écologique qui est en marche aujourd'hui et que les crises sanitaires ou les crises économiques nous montrent encore de manière encore plus précise. Et donc, on va avoir besoin d'acteurs qui sont en capacité de comprendre, de faire l'intermédiation entre tous les acteurs sur un territoire. Alors, l'Uracen se présente dès le départ comme quelqu'un au service à la fois des collectivités et des associations. Donc, on a un agrégateur des énergies sur cette question de comment je fais vivre toute une série d'acteurs dans un écosystème qui se veut coopératif. Et donc, j'ai trouvé que, quand on en a discuté, en tout cas, que la perspective de l'Uracen, enfin, il y avait une perspective à construire. Parce que c'est vrai que, comme on vous présentait dans les petits documents, on voit à l'écran, on est encore très fortement ancré dans un apport technique, donc de compétences techniques sur les finances, des choses qui sont très importantes. Mais moi, je pense que l'Uracen aurait tout à gagner à devenir encore plus aujourd'hui cet espace d'intermédiation, de rencontre, de rediscussion de ce qu'on fait ensemble sur un territoire. Donc il y a des éléments de professionnalisation qui relèvent de la formation, mais il y a aussi, comment dire, la question de la professionnalisation, de la connaissance. La connaissance vient d'une forme qui est transmise et on connaît, on a des compétences sur le budget, on a des compétences sur les questions organisationnelles, mais la connaissance vient aussi de l'expérience. Et l'expérience qu'on peut vivre, qu'on pourra vivre ensemble, à s'affronter collectivement, à produire de l'énergie, le distribuer, traiter la question de la précarité énergétique, engager les citoyens, tout d'un coup, cette expérience est elle-même porteuse de connaissances. Pour y accéder, il faut des espaces d'intermédiation dans lesquels on puisse rediscuter les choses collectivement. Et il me semble que l'Uracen a plutôt cette capacité, en tout cas, moi je l'ai identifié, je pense que dans l'échange, on avait bien compris qu'il y avait quelque chose de cette nature-là. Voilà comment j'ai apprécié, en tout cas, très rapidement, la première rencontre avec l'Uracen. On a bien compris cette vision. Vous m'avez même parlé, quand on a préparé notre échange, de tiers qui fait le trait d'union entre les différentes parties prenantes. J'imagine que ça rejoint votre approche en termes d'écosystème. Il y a un besoin pour vous d'avoir une structure indépendante qui a à la fois la confiance des collectivités territoriales et des structures associatives. C'est ça, hein? Oui, c'est Je ça. rebondis sur… pardon. Oui, c'est ça, c'est ces espaces d'intermédiation où peut se rediscuter l'action et la compétence ou l'engagement de chacun, et étant entendu que c'est dans cet espace qu'on prend la mesure des contraintes de l'autre et qu'on peut réadapter dans son propre travail cette contrainte. La question de la coopération, au sens où moi je le porte, c'est prendre la mesure des contraintes de l'autre et en tenir compte dans son propre travail. C'est vraiment des histoires de centralité du travail en réalité qui sont derrière. Comment on est dans l'action ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, collectivité, pour moi en tant qu'élu? Qu'est-ce que ça veut dire pour un président d'association? Qu'est-ce que ça veut dire pour un bénévole? Et comment, par la mise en discussion des contraintes de chacun, par un acteur un peu tiers, pas forcément neutre, mais tiers en tout cas, et comment cet acteur peut être le garant de cette coopération. Parce que là, on parle association, collectivité, mais vous savez très bien qu'il y a les entreprises qui sont jamais très très loin de tout ce système. Et par exemple, dans cette période très très singulière du Covid, où les magasins ouvrent ou ferment ou pas, enfin, il y a quand même une question de citoyenneté de tout le monde qui dépasse, parce que dans les magasins de livres, il y a de la connaissance, il y a des choses qui peuvent aussi non pas uniquement dépendre statutairement que de l'associatif, et sachant qu'il peut aussi y avoir des cafés associatifs ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, la structure n'est pas uniquement garante. Enfin, les cadres sont en train de s'ouvrir, quoi. Et donc, je pense qu'une structure comme l'Uracen peut tout à fait investir ce champ-là. Et je pense que de toute façon, la société va demander
pour que ces écosystèmes coopératifs qui vont devenir, à mon avis, de plus en plus prégnants. C'est un peu comme si le modèle de l'entreprise arrivait à une limite. Le modèle de l'entreprise au sens entreprendre. Hein. C'est pas que l'entreprise 1900 SARL. Donc ce modèle qui a évolué d'Antiquité, il y avait la villa où on produisait des richesses. Au Moyen-Âge, c'est des corporations. Au XVIIe, je crois que c'est des manufactures tout d'un coup. Et puis tout d'un coup, au XIXe, vous avez l'entreprise. Aujourd'hui, vous allez avoir des systèmes alimentaires locaux dont vont dépendre un nombre important de structures, d'entreprises, d'associations, de citoyens, de collectivités, pour pouvoir relocaliser et considérer qu'on fasse, enfin, je ne rentre pas trop dans les détails, mais enfin, vous voyez bien à quoi ça peut faire appel. Et donc, il faut des gens qui soient garants de cet espace de coopération. Donc, c'est des compétences à développer certainement pour l'URSN qui vont être des compétences en termes de doctrine, de compréhension de ce que ça fait le travail pour chacun. Mais j'ai mesuré qu'en tout cas, vous étiez déjà, en tout cas, l'URSN a déjà mis un pied à l'étrier de ce mouvement parce qu'il est déjà lui-même agrégateur de compétences, on avait dit, sur la formation, sur la gestion ou la finance. Mais je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, il y a un fil à tirer qui, moi, me semble extrêmement pertinent. J'ai toujours pensé, en tout cas dans l'échange que j'avais eu, que c'était une structure bien adaptée à ce genre de choses. Donc, de votre point de vue, celui de la vision aussi politique, c'est quelque part mettre l'initiative citoyenne au cœur des changements, des transformations, leur donner les moyens de participer pleinement à la vie démocratique. J'irais même jusqu'à parler de démocratie participative, en tout cas d'accompagner cet engagement citoyen. C'est bien ça l'enjeu pour vous? Moi, je pense que ça va un peu même plus loin, puisque dans l'histoire des démocraties, vous avez, on peut le reprendre comme ça, vous avez la démocratie, comment je dirais, élective, enfin, toute la Révolution française, tout ce qui est représentative, la démocratie représentative. Oui. Mais la démocratie participative, c'est un peu une démocratie représentative réinventée. Mais vous avez aussi tout ce qui relève de la démocratie sociale, c'est l'URSN, c'est les syndicats, toute cette partie de la construction du XXe siècle quasiment. Et je pense qu'aujourd'hui, si on parle de démocratie, ce qui pourrait être le carré de la démocratie représentative, c'est une démocratie sociétale. C'est-à-dire, ça va beaucoup plus loin que la démocratie représentative qui, en fait, est une question qui relève plus de la question de celle des élus. Donc, on rentre en contact avec des citoyens. L'idée étant de sortir, on rentre avec pas des citoyens, mais des usagers ou des consommateurs de services publics. Et dans les processus de participation, on crée de la citoyenneté. On peut le dire différemment, on rentre avec une opinion, on sort avec un point de vue. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Un point de vue constitué, réfléchi, échangé, qui permet d'agir. Mais quand je parle de démocratie sociétale, je pense beaucoup plus largement à ces questions. C'est-à-dire que l'initiative ne vient plus uniquement que des collectivités. Elle peut venir des citoyens, elle peut venir d'un groupe de citoyens, elle peut venir d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises, elle peut venir un peu de manière d'association, de groupe d'association, elle vient un peu de tous les côtés. Et c'est pour ça qu'il y a besoin à un moment donné elle vient d'une collectivité ou d'un groupe de collectivités, et on a besoin de gens qui sont un peu à l'intermédiation de toutes ces énergies, de toutes ces initiatives. Et alors, ici, ça peut être l'URSN. Ailleurs, ça peut être un autre acteur qui est déjà engagé sur des sujets. Ça peut être une collectivité, si tout d'un coup il y a une capacité à prendre en charge cette question, mais ça suppose un déplacement à la fois de l'élu, des services, parce que on n'est plus sur des questions de pouvoir de la même manière, quoi. Ça va supposer, de toute façon, ça va supposer un déplacement du rôle des élus. Enfin voilà, c'est-à-dire que ce que je dis pour l'URSN, je le dis en même temps pour ce que sont les élus. Quoi. Concrètement, ça va déplacer le rôle des élus. C'est plus l'élu sachant qui va donner sa vision. C'est quelque chose qui va se rediscuter collectivement avec des arbitrages, avec
Voilà, donc c'est vraiment un enjeu beaucoup plus large, cette démocratie sociétale qui est en train d'émerger de toute façon. Vous le voyez bien, je veux dire, il y a plein d'endroits où elle émerge en tout cas. Permettre l'impulsion aussi de la société civile. Ben, ouais, plus largement d'une capacité collective à prendre en compte très concrètement. Vous passez du modèle sur l'énergie, par exemple, d'une entreprise qui s'appelle EDF, qui a un chef de district qui rencontre le maire et qui distribue de l'élec à un foyer, à 4000 producteurs sur un territoire, avec des régulations différentes, avec des besoins différents par moment. Enfin, voilà. Donc, tout cet écosystème qui va nécessiter une coopération pour rendre une qualité de service et rendre en même temps une qualité de service et en même temps économiser, conserver, protéger l'environnement. Enfin, vous voyez, il y a plein de curseurs en même temps qu'il va falloir faire vivre. Et donc, si on n'a pas ça, c'est un mouvement, cette démocratie sociétale. Voilà. Et à un moment donné, il va falloir des agrégateurs ou des espaces où on peut rediscuter de tout ça. Alors, moi, j'ai un prisme énergie qui n'est peut-être pas celui de l'Uracen, mais c'est une manière, c'est les idées qu'il faut recontextualiser à ce que l'Uracen peut porter. Quoi. Vous voyez bien le sujet. Quoi. Très bien. Oui, Eric Milk, on a pu déjà cerner un certain nombre de visions. On voit bien que l'Uracen, qui est très souvent reconnu pour son expertise dans les formations, on attend son rôle d'intermédiation, de mise en réseau, d'écosystème. C'est bien votre vocation? Tout à fait. Et pour rebondir sur l'intervention de M. Gessen, donc élu à la ville de Lens, j'ai envie de dire, le rôle de l'Uracen, c'est de libérer les énergies positives. Et donc, c'est véritablement d'apporter un accompagnement au projet de développement des collectivités. Donc, la mise en réseau, c'est notamment ce qu'on organise plusieurs fois par an, donc une manifestation qui est vie associative et commune, justement pour mettre en réseau les différentes communes pour échanger leurs pratiques. C'est aussi, le mois dernier, nous avons rencontré plusieurs collectivités, notamment des nouvelles équipes qui ont des projets, donc nouvelle équipe, nouveaux projets, comme on dit souvent, notamment de création de nouveaux espaces collaboratifs. Ça peut être des maisons des associations sous différentes formes, etc. Et donc, la demande qui nous est formulée et donc l'accompagnement que nous allons mettre en place, c'est véritablement donc la construction, la définition du projet par rapport aux objectifs donc, de la collectivité et l'accompagnement jusqu'à la réalisation. Et comme vous le disiez à l'instant, le rôle du Uracen, c'est véritablement d'être le tiers et de mettre tout le monde en réseau par rapport à l'objectif qui est défini par la collectivité et de libérer, comme je le disais, les énergies positives afin qu'elles aillent dans le même sens. Très bien. Merci Eric Mick. Merci également à monsieur Dessens. N'hésitez pas à vous signaler si vous voulez de nouveau intervenir par la suite. J'accueille également monsieur Duez, François Xavier, qui est directeur de la vie associative de la ville d'Arras, chef de service dans cette collectivité. En quelques mots, monsieur Duez, vous pouvez nous expliquer votre travail au quotidien, en quoi consiste votre mission? Oui, alors ma mission, effectivement, tout d'abord, bonjour à tous. Ma mission, c'est d'être à la porte d'entrée de la commune pour toutes les associations donc, du territoire. C'est-à-dire qu'on a un rôle d'observatoire, mais également de mise en relation de l'ensemble des associations qui sont présentes sur la commune. Et donc, ça veut dire s'assurer que les demandes de subvention qui sont déposées correspondent à la vérité, à la véracité de ce qui est exercé sur le territoire, qu'elles soient également en cohérence avec les projets de la ville, les projets éducatifs territoriaux, le projet sportif, le projet de sécurité de la commune. S'assurer également que les pièces qui sont déposées sont en conformité avec ce qui est demandé. L'idée, c'est aussi de s'assurer qu'il y ait une cohérence entre les associations, qu'elles soient culturelles, sportive, relevant de la cohésion, du social. Voilà, c'est la porte d'entrée qui permet une harmonisation, une cohérence des réponses de la collectivité aux associations
et qui a pour une de ses missions principales la gestion des demandes de subventions municipales, s'assurer donc de la bonne teneur des pièces qui sont déposées, mais également de leur cohérence avec les projets de la ville pour donner un premier avis aux départements concernés et bien sûr aux élus. Donc un gros travail de coordination et d'accompagnement du tissu associatif. Voilà. Et vous travaillez avec l'Uracen depuis un moment déjà. Comment s'est construite cette collaboration? Alors, la ville est adhérente à l'Uracen depuis de nombreuses années. Moi, j'ai découvert cette coopération en arrivant sur le poste. Je ne savais pas ce qu'était l'Uracen en arrivant. J'ai découvert, j'ai découvert ça à travers une conférence qui a été faite auprès des associations du territoire en 2017. Monsieur Desmaîtres doit s'en souvenir. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'est l'Uracen et son rôle dans la collectivité. J'ai découvert qu'elle pouvait m'accompagner dans mes missions au quotidien, qu'elle pouvait également accompagner les associations dans leurs projets, dans leur construction, dans leur montage, mais également dans la formation des bénévoles. C'est vrai qu'on est souvent confronté à des personnes dans les milieux associatifs qui sont des bénévoles, qui ne sont pas des professionnels, hein, je le rappelle souvent. C'est donc difficile pour elles souvent de répondre aux exigences qu'on leur transmet de la part de la Chambre régionale de la Cour des comptes ou d'autres instances comme l'État qui nous imposent des choses bien précises à leur demander. Et quand on est bénévole et qu'on n'a pas été comptable du tout durant sa carrière ou qu'on n'a pas été responsable quelconque, on n'a pas forcément connaissance de la teneur de ce qui nous est demandé. Et donc, c'est là que l'Uracen intervient et c'est là que notre partenariat est né, d'abord à travers la culture, parce qu'Arras, pour rappel, il y a une forte et dense vie associative. Il y a 1500 associations qui ont leur siège sur la commune. On en a 500 qui sont actives et 350-400 qui sont en lien régulier avec la commune. Donc, c'est un tissu très dense. L'Uracen nous aide sur ce point, notamment au niveau de la culture, parce qu'elle est très présente à l'office culturel sur la commune. Office culturel, donc, qui est une instance, un organisme qui permet d'avoir un point de ralliement, un point où sont centralisées les réponses qui peuvent être proposées aux associations sur l'accompagnement administratif, technique, juridique, financier, administratif. Et là, l'Uracen est très présent dans les formations qui peuvent être proposées aux associations. Alors, pas uniquement formations issues d'un catalogue, mais également des formations adaptées, personnalisées. Les associations qui sont présentes à l'Office culturel ont des besoins bien particuliers et dans le monde culturel en l'occurrence, et l'Uracen est force de proposition pour proposer ces formations aux associations. Elle les accompagne également dans leurs projets et elle écoute les remontées des associations pour être force de proposition aussi auprès et de l'Office, qui est une association, mais également auprès de la commune. Et c'est là toute sa force. Et donc, c'est quand j'ai commencé à connaître cette association que plusieurs projets sont nés. Et le dernier en date avec l'asso, c'est la proposition de formation personnalisée sur des besoins repérés du monde associatif arageois, donc notamment sur les dernières actualités légales qui peuvent être tombées. Donc, je pense au RGPD, je pense bien sûr aux formations classiques, mais il y a également tous les appels à projets qui arrivent régulièrement. Il est difficile pour un président dans des associations où il y a un important turnover de connaître les subtilités du contrat de ville, de la politique de la ville, des contrats aussi d'apprentissage, des contrats adultes relais qui peuvent satisfaire au projet associatif de son association et puis optimiser son budget. Voilà. Donc, si je résume, il y a à la fois un fort besoin d'approche traditionnelle, classique. Vous m'avez parlé au tout début de démarrage, entre guillemets, comment on fonctionne, comment on met en place une association, comment on la structure, etc. Ça, c'est la base et une majorité de besoins, notamment pour
les nouvelles associations ou celles qui font l'objet d'un fort renouvellement, comme c'est souvent le cas dans la vie associative. C'est aussi, vous en avez parlé rapidement, c'est aussi le besoin d'être accompagné sur des enjeux qui font un peu peur quelquefois, le social, le juridique, le fiscal. C'est d'autant plus important pour une collectivité territoriale de s'en assurer quand il y a à la fois des prêts de locaux communaux, des prêts de matériel ou même des subventions ou en tout cas des aides au projet. Il y a une responsabilité particulière des collectivités sur le sujet, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Actuellement, par exemple, c'est malheureusement un cas concret. Avec l'actualité, on a des exigences bien particulières en ce qui concerne les locaux qui ont des conséquences légales. On a également des attentes qui ont dû être revues sur les projets qui avaient été déposés, des conventions qui ont dû être modifiées. Bon, quand on aborde ces points avec un président qui n'est pas un président qui est présent depuis de nombreuses années sur le territoire et qui connaît l'ensemble des acteurs locaux et des élus, c'est pas facile. Et tout le rôle de l'association Urasen, c'est d'accompagner l'association, de la rassurer, de former le bureau, mais également ses bénévoles, sur ces points qui peuvent être délicats et puis assez anxiogènes. De toute façon, la commune, je le dis toujours, est là pour accompagner l'association, lui permettre de se développer, de s'épanouir. Elle n'est pas là pour casser, ou bien au contraire, mais elle est là pour permettre donc au projet associatif de s'épanouir sur le territoire et de prendre toute sa place. Donc l'URASEN est aux côtés de l'association et aux côtés de la municipalité pour former donc les dirigeants associatifs, mais également les bénévoles, sur ces points et qu'ils puissent acquérir une certaine aisance sur la gestion de toutes ces thématiques qui peuvent paraître du moins difficiles. Et j'imagine que en bout de course aussi, pour les associations qui ont le plus fort développement, il s'agit aussi de les aider, par exemple, à se structurer, le premier salarié, etc. Ça, c'est aussi des questions sur lesquelles vous accompagnez et vous trouvez des solutions à travers l'Urasen, oui? Oui, alors on a des associations qui croissent et qui prennent de l'ampleur. Hein. Je pense, pour ceux qui la connaissent, à l'association de basket féminin, Arras Pays d'Artois, qui est montée jusqu'au niveau européen. Bon, c'était une montée rapide, qui n'a pas été facile. Et là, effectivement, il y a eu besoin d'accompagner tout ce volet de croissance rapide d'une association qui était au niveau national et qui est passée au niveau européen, avec un budget qui est devenu très conséquent rapidement et avec également des besoins qui étaient nouveaux, avec des interlocuteurs nouveaux, des schémas qui étaient complètement nouveaux pour l'ensemble des dirigeants et pas faciles à gérer et à administrer. Donc, c'est ce genre de situation, effectivement, où un accompagnement a toute sa place aux côtés de l'association pour s'assurer qu'elle puisse mener une action pérenne et puis, dans l'absolu, pouvoir rester à ce niveau par la suite en se structurant de la meilleure façon possible, éviter les accidents budgétaires, comme ça peut arriver parfois lorsque les choses se passent trop rapidement et qu'on n'est pas accompagné, où après, effectivement, c'est difficile de rester à ce niveau, même si au niveau sportif, on a les compétences qui sont présentes. Merci. Thomas Desmaîtres, on a entendu parler de besoins du territoire, d'écoute du tissu associatif, finalement aussi d'agilité à entendre les nouveaux besoins. C'est aussi ça le rôle de l'Urasen. Comment vous procédez pour être en phase avec les besoins des usagers sur toutes ces questions? L'épisode de ce soir en est un exemple. De plus en plus, on développe des outils numériques tout en ne lâchant pas le fond, car le fond est bien là. La loi 1901 est une loi qui a fait ses preuves. Elle n'a pas vieilli. Il faut simplement l'adapter, faire beaucoup de pédagogie autour de ses archétypes, revenir sur les fondamentaux pour qu'elle libère les énergies d'initiative des bénévoles qui ne se sentent pas coincés dans un carcan, mais que par contre, ils connaissent simplement les passages, les réflexes, ce qu'on appelle les réflexes associatifs par rapport à une situation, avoir le bon comportement, bien s'entourer et se donner le bon tempo.
Donc oui, une mobilité, certes, on vient d'ouvrir un bureau sur Amiens pour couvrir le sud de la région, et puis de s'appuyer bien évidemment, comme Eric l'a dit tout à l'heure, Eric Miec, les maisons des associations, bien évidemment communales, les communes, les services, qui sont au plus près de la population. On a ce regard extérieur qui vient collaborer et complémenter ce qui est fait au local. Et même quelquefois, on appuie les maisons des associations. D'ailleurs, Monsieur Duez, quand on a préparé notre entretien, vous m'avez parlé du projet pour la ville d'Arras de mettre en place un office des sports. Voilà. Ouais. Il y avait déjà un office culturel. Vous pouvez nous expliquer Voilà. le modèle un petit peu? Alors, j'en parlais tout à l'heure, on a un office culturel qui est présent sur le territoire et où le Racen est vraiment très présent, et tant mieux pour nous d'ailleurs. Et on a plus, enfin, de la naissance de cet office culturel, on a constaté un rapprochement des assos culturels et une mutualisation de projets, de moyens, de compétences. C'est tout à fait ce qui était attendu, et on est donc très heureux de ce projet donc, qui est mené maintenant depuis un certain temps sur le territoire, et où M. Desmaîtres effectivement a toute sa place et toute son équipe. Et on commence à constater un peu les mêmes difficultés de la part des assos, notamment sportives. Et on est en train de mener une réflexion avec elles, avec les élus, bien sûr, au sport, l'ensemble du conseil municipal, sur un office des sports. Alors, c'est vraiment, pour l'instant, un projet et rien n'est fait, rien n'est acté. Mais on pense à ce projet donc d'office des sports sur le modèle de l'office culturel. Et bien entendu, dans ce cadre, on pense à l'Uracen qui aurait toute sa place pour accompagner, pour former, parce que dans le monde sportif, on est bien plus qu'ailleurs sur les terrains, on est bien moins dans les bureaux, et pour les personnels qui ont des bureaux et puis les membres du bureau qui peuvent être dans les bureaux, et il y a un besoin d'accompagnement, parce que ce sont souvent des personnes qui sont bénévoles, qui n'ont pas été formées, encore une fois. Et c'est là que le RACEN a toute la place pour les accompagner, les former, les rassurer. Également, pouvoir proposer une idée de projet collectif pour pouvoir mutualiser les moyens, pour pouvoir donner un nouvel essor donc, à cet ensemble sportif, une cohérence globale. Parce que quand on n'est pas dans les mêmes disciplines sportives, quand on n'est pas dans les mêmes échelles de championnat, il n'est pas forcément évident de se parler. C'est pareil. Lorsqu'on est plusieurs associations de football sur le même territoire, il peut y avoir une certaine rivalité issue du monde sportif qu'il faut savoir surpasser pour savoir se rapprocher, se mutualiser. Et puis, comme on a souvent des personnes qui doivent être formées sur la même thématique, je pense à plusieurs associations de basket sur le territoire, les entraîneurs sont formés et ont les mêmes diplômes, les arbitres, c'est la même chose. Pourquoi ne pas travailler ensemble effectivement sur une mutualisation des moyens? C'est là qu'il faut avoir peut-être un partenaire qui n'a pas de prêt gardé sur le territoire et qui peut être neutre et accompagner le projet pour pouvoir mutualiser l'ensemble des moyens, pouvoir rassurer l'ensemble des acteurs également et proposer un projet viable et qui corresponde à la vie locale, à la vie du territoire et puis satisfaire l'ensemble des acteurs. Donc, au-delà des actions concrètes, des conseils et des formations, c'est aussi un partenaire pour… ah oui, bien sûr, le RACEN, pour moi, ce n'est pas une action, une association de formation des bénévoles et du bureau, mais il y a ce rôle d'accompagnement du projet, ce rôle d'accompagnement des assos, mais également des collectivités. Moi, j'attends aussi d'elle qu'elle puisse utiliser l'expérience qu'elle a eue sur l'office culturel, mais également, j'imagine, ailleurs, sur cet office des sports et pouvoir proposer des choses lorsque viendra le temps de la mutualisation de la parole et d'échange de savoir, comme le dit M. Kessens, pour avoir un point de vue et confronter donc ces idées aux autres. Bien sûr, oui, s'inspirer des bonnes pratiques des autres territoires aussi pour être un meilleur partenaire en termes de stratégie opérationnelle notamment. Voilà. Tout à fait, c'est ça. N'hésitez pas également à compléter ou à poser des questions si vous en avez par la suite. J'en arrive à notre troisième invité, M. Éric Chérigier, le directeur de l'association Cirque en Cavale, qui est donc basé à Ferme-en-Artois et qui s'apprête, vous allez nous expliquer,
à arriver à Calonne-Ricoire. Votre association développe des actions et des projets en matière pédagogique et artistique en lien avec le cirque, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de votre association et rapidement son histoire? Oui. Oui, alors donc le cirque en cavale est né il y a plus de 20 ans. L'association est née en quelque sorte dans un œuf parce que nous sommes arrivés à œuf en Ternois au démarrage de l'association, à côté de Saint-Paul. Donc j'en parle puisque c'est un petit village situé à Saint-Paul-sur-Ternoise, bien isolé des autres acteurs culturels. Et l'Uracen a été un acteur important pour nous sur le démarrage de l'association puisque cela nous a permis de nous professionnaliser puisque au démarrage c'était une toute petite asso avec très peu de moyens. Nous sommes développés avec des opérations, nos quartiers d'été, là où on s'est fait connaître sur le bassin minier, et on a pu avoir un rayonnement par la suite plutôt départemental, voire régional, puisque ça a démarré par un petit atelier cirque dans une MJC, MJC de Saint-Paul-sur-Ternoise, et maintenant nous en sommes arrivés à une équipe de 9 salariés, avec 3 chapiteaux, dont un chapiteau installé à Pernes pour l'instant, mais qui est en cours de démontage pour pouvoir arriver sur Calonne, et donc des véhicules pour l'itinérance, puisque nous avons ça en propre de travailler surtout de manière itinérante sur l'ensemble du territoire rural principalement, parce que c'est l'objet de l'association, développer en fait des activités culturelles et artistiques sur le territoire rural. Et ça a été notre vocation pendant 20 ans, ce l'est encore, mais on n'a pas réussi à transformer l'essai sur le Ternois pour pouvoir implanter un lieu permanent des arts du cirque. Et là, on déménage progressivement entre les confinements sur Calonne-Ricoire, où la ville nous accueille avec un terrain qui est intéressant pour nous, qui est mis à disposition par la commune et qui nous permettra en fait de nous développer correctement et d'avoir en fait des bases solides et de fondations pour pouvoir en fait continuer à rayonner sur l'ensemble du département sans lâcher le territoire rural. Donc on a donc 2 axes de développement, le bassin minier et puis le territoire rural, et sous forme d'ateliers, mise en place d'ateliers pédagogiques, de création artistique, de diffusion, de jeunes compagnies, principalement des compagnies issues de la région, de par notre partenariat avec le CRAC, le Centre régional des arts du cirque de l'Homme, et des compagnies qui se retrouvent d'ailleurs souvent, enfin plusieurs reprises parmi les adhérents de l'Uracen par la suite. Et nous développons aussi un axe espace de vie sociale sur Calonne, là, depuis que nous avons commencé les installations, en fait. Et vous intervenez dans tout type d'établissement aujourd'hui, au-delà du chapiteau, vous intervenez aussi dans les établissements dédiés aux handicapés, aux personnes âgées, à la petite enfance, dans les écoles, et vous intervenez sur l'ensemble du territoire du Pas-de-Calais, hein, c'est bien ça? Oui, on a pu développer en fait des activités pour l'ensemble des publics. On s'est professionnalisé au fur et à mesure de l'évolution de l'association, et ça nous a permis de travailler et d'être reconnus par toutes les structures s'occupant de l'handicap. Et nous participons, nous allons recevoir un festival, le Festival des Petits Bonheurs, en juin 2021. C'est un festival organisé par la Cavalère, l'agglomération de Bouet, Béthune, Lillers. Et c'est un festival qui réunit en fait un ensemble de structures qui participent à des activités artistiques afin de faire se rencontrer des personnes en situation de handicap et des personnes comme vous et moi ou des scolaires pour travailler autour d'un mieux vivre ensemble avec tous les publics. Voilà. Très bien. On espère pour vous que les temps seront plus propices à l'organisation de tels événements. Très bien. Il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi et qui finalement revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand on a préparé et échangé sur le sujet. Vous m'avez dit, moi, l'Uracen, ça m'a aidé à nous structurer, à avoir des réponses précises, bien sûr,
dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine du juridique, etc. Mais aussi, et surtout, finalement, ça a été primordial dans mon développement, c'était d'avoir des points d'appui, de rentrer en connexion avec des personnes qui ont pu vous orienter sur des marchés publics, sur des possibilités de financement, sur le fait d'identifier des interlocuteurs qui pouvaient amener et entrer dans la dynamique de votre association. Ça aussi, ça a été un point d'appui important de la part de l'URACEN pour vous. Oui, ça a été prépondérant. Autant au départ, c'était plus de la formation très technique, très basique, enfin, gestion de la vie associative, gestion de fiches de paie, la gestion classique d'une association qui se développe avec des salariés et avec des responsabilités qui s'agrandissent. Et par la suite, le partenariat s'est développé sous forme d'entrée en réseau et donc en résonance avec d'autres projets. Si bien que ça nous a permis de faire en sorte que le bouche à oreille fonctionne et que l'activité de cirque en cavale soit connue au-delà de notre petit territoire et que ça fasse écho à d'autres projets avec d'autres communes. Et on a pu apparaître en tant que force de proposition sur des problématiques rencontrer des collectivités pour travailler avec des jeunes ou avec tout autre public. Et c'est là, je dirais, la force de l'URACEN, d'avoir à la fois des adhérents associatifs du domaine de la culture. Pour nous, ça nous a été très utile aussi pour se confronter à des pairs, parce que nous sommes dans un réseau de fédérations d'écoles de cirque. On ne croise que des écoles de cirque, mais se rencontrer avec d'autres acteurs culturels, c'était aussi très enrichissant pour nous, et rencontrer des collectivités. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, 8 salariés permanents aujourd'hui. Oui, c'est ça. De nombreux aussi, une vingtaine de bénévoles réguliers qui s'inscrivent dans votre projet. Une super réussite pour vous et votre structure. Si vous deviez adresser un message aux élus des collectivités pour les encourager à aider les structures naissantes, ou en tout cas qui cherchent à se développer, ça serait lesquelles? De faire confiance à la vie associative, hein, parce que c'est une formidable force de proposition et d'action. Et les associations n'ont pas leur pareil pour mettre leur énergie en phase avec des problématiques que connaît la ville. Donc, pour moi, c'est vraiment deux mondes qui se complètent et qui doivent coopérer, quoi. Et les coopérations, on l'a vu, sont possibles, bien sûr. Et bien, merci, Monsieur Chérigier, pour votre témoignage. Je me tourne de nouveau vers Éric Milk et Thomas Demestre pour les représentants de l'URACEN. Thomas, quelles sont finalement juste les limites de l'offre de services de l'URACEN? Éric, bien sûr, vous n'hésitez pas à compléter le propos, mais quels sont finalement les projets de développement de l'URACEN, ou en tout cas les horizons que vous souhaitez embrasser pour accompagner, on a vu ça, toutes ces transformations, ces fonctionnements en réseau, ces changements de société aussi, tous ces enjeux sociétaux qui concernent finalement directement l'URACEN. Comment vous voyez les choses par rapport à l'avenir? Nos associations, nos adhérents, que ce soit les collectivités ou les associations, sont les structures qui parlent le mieux de l'URACEN. J'ai envie de dire, tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, non seulement on le fait, on répond à ce besoin, mais comme vous l'avez dit, la vie associative évolue, que ce soit en termes de renouvellement, que ce soit en termes de transition. On a cité un certain nombre de transitions tout à l'heure, la transition numérique aussi, de par aussi la situation sanitaire que nous traversons. Et donc, tous ces défis, en fait, font évoluer l'offre de services de l'URACEN. C'est notamment la digitalisation d'un certain nombre de services de l'URACEN, le développement des formations sous la forme numérique,
des nouveaux rendez-vous, notamment demain, nous lançons un nouveau rendez-vous. Le rendez-vous, c'est le cas de le dire, des mardis à 11 h pour toutes les associations adhérentes de l'Uracen qui pourront donc contacter, discuter avec toute l'équipe des salariés de l'Uracen pour leur poser toutes les questions qu'elles leur souhaitent, faire émerger des nouvelles attentes, des nouveaux besoins. Nous avons aussi, donc, fin du mois de novembre, ce rendez-vous pour les collectivités, les élus et les agents territoriaux en charge de la vie associative. Donc, les rendez-vous vie associative et commune qui se dérouleront aussi sous la forme du numérique. Nous allons donc faire évoluer un certain nombre de nos modules avec des modules totalement nouveaux sur comment administrer son association en ligne, comment garder le lien avec ses adhérents en ligne, comment développer l'activité de son association en ligne avec cette période sanitaire qui malheureusement va peut-être durer, et donc une offre qui s'adapte des nouveaux besoins auxquels nous allons apporter des nouvelles réponses avec l'équipe donc de salariés autour de Thomas Desmaîtres qui va compléter ses propos. Oui, c'est une équipe dédiée pour les plus anciens. Nous sommes maintenant 4 salariés, certains basés au sud de la région. Jérémy, que vous ne connaissez pas forcément, mais que vous apprendrez à connaître, qui animera de plus en plus de formations courtes, car le temps est compté pour nos bénévoles. Jérémy Dianfi, donc Karima, que vous connaissez, Carlos, qui m'accompagne, et moi-même. Voilà, pour nous, c'est à la fois un challenge. Il faut à la fois rappeler les choses telles qu'elles sont et en même temps les adapter. On a une volatilité aussi du temps qui n'est plus du tout le même. Les dispositions ne sont plus les mêmes. Les gens ont une vie professionnelle, une vie affective. La vie associative s'insère dans tout cela. Voilà, on remarque un certain nombre de choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du temps consacré à la vie associative. On peut être très fortement prescripteur pour les communes pour faire évoluer, prendre des risques mesurés parce que nous avons un rétroviseur. Nous, on sait exactement ce qui s'est fait il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans et de voir ce qui a marché, ce qu'il faut faire évoluer, ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut absolument refaire de fond en comble. Voilà, nous, on est là pour appuyer par rapport à cette observation. Nous sommes dans des réseaux, je pense à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, je pense au mouvement associatif, je pense au dernier aussi, l'Observatoire régional de la vie associative. Moi, j'essaie de promouvoir un observatoire même local, que l'on puisse, avec l'URSSAF et l'INSEE, compiler un certain nombre de chiffres pour que nos élus, nos techniciens dans les communes puissent avoir une vision chiffrée et évolutive de ce qu'est le fait associatif au plus près dans les intercommunalités, mais aussi dans les collectivités locales. Mais ceci reste un chantier, mais qui est déjà bien avancé et vous en entendrez parler dans les semaines qui viennent. Très bien, merci Thomas. A priori, il n'y a pas de questions, à moins qu'il y ait une demande immanente, mais les témoignages ont sûrement été très clairs pour ne pas susciter des demandes de précision. J'ai envie de terminer ce webinaire en posant une question à chacun de nos intervenants et en rebondissant sur ce que nous disait Eric Milk tout à l'heure, que ce soit le prisme de l'élu, du technicien de service ou du directeur d'association. On s'apprête à vivre encore un confinement de au moins plusieurs semaines, 4, 8, 12, certains l'envisagent. Comment une association peut garder son lien avec ses publics, je dirais, que ce soit en interne, salariés, bénévoles, mais aussi auprès de ses publics, ses usagers. Je suis désolé de la question, M. Chérigier, mais je vous la pose parce qu'elle doit être conséquente pour vous. Il y a des petites astuces ou des moyens que vous avez déployés pour, dans ce contexte si particulier, pour garder le lien? Alors, si je peux me permettre, on a, lors du dernier confinement, été confronté à cette difficulté et on s'est rapproché des associations à travers des visioconférences, tout simplement, qu'on a organisées avec l'ensemble des élus à destination des associations. Donc, on a pu, avec les élus concernés et puis le maire, bien sûr, avoir une duo avec les associations qui pouvaient être concernées sur la thématique. Et on a échangé avec elles sur les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. Et il y a
notamment des associations qui ont proposé de faire des petits tutos ou des petits challenges en vidéo via les réseaux sociaux. Ce qui a été fait, ça a bien marché. Ça a permis de conserver une activité, d'aller aussi vers les habitants, de faire connaître à l'association. On s'est aussi rapproché des associations pour les accompagner dans leurs difficultés et puis leur faire part des aides qui pouvaient être disponibles. On les a accompagnés dans leurs difficultés, on les a accompagnés aussi au niveau des subventions pour les rassurer et s'assurer qu'elles aient une subvention rapidement au début de l'année 2020, ce qui n'était pas évident parce qu'en plus, il y avait les élections municipales, pour rappel. Donc, c'était vraiment une période difficile pour le monde associatif. Bon, on a eu ces expériences et fort de ces expériences, pour le nouveau confinement, qui n'est pas exactement encore le même, on organise par exemple, nous, vendredi, 3 visioconférences avec le maire, le conseil municipal, à destination des associations, toujours, pour échanger avec elles sur leurs difficultés, sur leurs envies, sur leurs souhaits, et aussi pouvoir leur faciliter le contact avec les habitants et puis également l'ensemble des partenaires locaux. Donc, on va certainement imaginer ensemble des actions à destination des habitants. Pourquoi pas repartir sur ce qui a déjà marché, bien entendu, ces petits tutos, ces ateliers, ces démonstrations qui ont lieu en vidéo sur les réseaux sociaux, qui ont bien fonctionné, mais on peut tout à fait imaginer encore d'autres ateliers, d'autres choses avec elles. Et je pense qu'au niveau local, on a cette richesse qui nous permet beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, beaucoup aussi d'envie qui est présente pour garder ce lien avec les habitants. Et c'est aussi une période où les habitants sont malheureusement peu disponibles et où le monde associatif peut se faire connaître et prendre sa place auprès donc de la population. Super, c'est positif de voir que cette contrainte se transforme au-delà de permettre la continuité grâce au digital sous forme de créativité finalement et d'innovation. Bon, super. Oui, tout à fait. On essaye d'utiliser les moyens possibles locaux à disposition pour aller toujours vers l'habitant et puis accompagner, rassurer, être toujours présent aux côtés et du monde associatif et des habitants parce que c'est difficile pour tout le monde, donc autant se tenir les coudes. Super, merci beaucoup. Monsieur Chérigier, vous avez un petit conseil à donner éventuellement sur la matière? Comment vous procédez, vous? Non, pas de conseil en fait, mais partager une frustration, puisqu'en fait notre activité elle est avant tout basée sur le lien à la personne. Et donc se retrouver devant des écrans, on l'a vécu pendant le premier confinement, et la plupart sont devenus allergiques, je pense, aux visioconférences, même si on en fait une encore là ce soir. Mais c'est quelque chose sur laquelle on a du mal et sur laquelle il va falloir qu'on travaille au sein de l'équipe. Pour l'instant, on est qu'au début, mais je pense que on n'est pas partant pour refaire de la visio à tour de bras, parce que c'est pas quelque chose qui nous satisfait. Mais l'idée, c'est d'inventer aussi, de trouver peut-être de nouvelles manières. Là, l'équipe de professeurs va appeler, par exemple, les élèves un par un, là, mercredi, les avoir au téléphone ou avoir un moyen privilégié pour les avoir un vrai contact. Peut-être en passant aussi par WhatsApp, pourquoi pas, mais pour leur donner aussi des challenges, leur donner des choses à faire sur le mois, un petit travail. Donc c'est ce qu'on met en place à notre niveau. Mais oui, on est avant tout frustré de ne pas pouvoir être en contact avec le public. Voilà. Bien sûr, c'est l'humain qui est au cœur de vos activités. J'ai Monsieur Jean-Paul Leblanc, je suis pas sûr que ça soit Jean-Paul tout à fait, mais qui souhaitait intervenir. Je vous en prie, madame. Alors, je suis Sylvaine Dalpos, je suis adjointe au maire, plus chargée de la communication, de la participation des habitants et du lien entre les associations. Nouvelle élue, juillet en plus, donc vraiment très nouvelle élue, premier mandat. Alors, je suis peu intervenue puisque je découvre votre association. Au début, très perplexe, en me disant pourquoi nous contacter nous, alors que en regardant votre présentation, je pensais que vous adressiez plutôt au monde associatif. Mais dans ce que j'ai entendu, j'y trouve quand même beaucoup d'intérêt, puisque nous avons un réseau associatif très faible sur la ville, pas du tout en lien, pas du tout organisé. Et puis nous, on a une forte, dans notre projet municipal, un grand développement de la participation des habitants dans tout ce qui va être mis en place. Donc j'ai écouté surtout, désolé, mais
faut commencer par écouter avant de pouvoir après participer. Donc, je pense qu'on reprendra peut-être contact avec vous parce que c'est vrai que sur le coup, on a été un petit peu, on s'est dit, tiens, on n'est pas une association, pourquoi on nous contacte? Voilà. Alors, c'est vrai que si vous avez… Thomas et son équipe se tiennent à disposition pour échanger avec vous. Oui, c'est ce que j'ai vu. Hein. Voilà. Très bien. Merci, madame. Monsieur Guessin, est-ce que je peux vous proposer un mot de la fin? Oui, bah écoutez, moi, c'est compliqué de répondre à votre question précisément sur comment on garde le contact, parce que chacun essaye de faire au mieux. Ce que je pense quand même, c'est que ce deuxième confinement peut être quand même un peu plus, à la fois, on réagit plus rapidement parce qu'on l'a bien, on a d'expérience, et en même temps, j'ai l'impression qu'il est un peu plus complexe à aborder. Donc, j'ai envie peut-être de mettre à profit cette période pour essayer de réfléchir à ce que nous sommes tous en train de faire. Ça vaut le coup quand même de s'interroger dessus. Par rapport à ce que je vous disais, et par exemple, je voulais remettre ce que pourrait être une politique plus globale du sport qui s'intéresse aux grandes fonctionnalités de la vie sur un territoire et comment une équipe de basket féminine qui a un parcours visiblement assez intéressant au niveau européen peut s'intéresser à la question en quoi elle se met au service de la santé sur un territoire, au service de l'environnement, en quoi elle peut se mettre aussi au service de la culture et de la connaissance et du développement du territoire. Et tout d'un coup, ça va nous obliger collectivement à une capacité de mouvement, enfin voilà, de changer notre regard, notre manière de penser. C'est l'idée vraiment de se mettre, et ça vaut aussi pour comment un cirque, visiblement, se met aussi au service de son territoire, puisqu'il parle bien du territoire rural et du bassin minier, donc on voit bien qu'il est engagé au service du territoire. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à Saint-Paul-sur-Ternoise, j'ai déjà repéré que à Notaire, avec une équipe d'entrepreneurs, c'était justement confronté à la question du foncier, pour réinstaller une économie locale, enfin engagée dans ces questions de coopération et d'économie de la fonctionnalité, économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et eux avaient répondu justement parce que le notaire avait la main sur le foncier, à une capacité de recréer une dynamique de territoire. Et on voit bien que cette question, elle est centrale en réalité. C'est vraiment des sujets qui sont en train d'émerger comme étant notre capacité collective à aborder ce nouveau monde. Et vraiment, se mettre au service des grandes fonctionnalités de la vie va apparaître, que ce soit pour les entreprises, pour les collectivités, pour les citoyens, pour les associations, comme quelque chose qui va nous engager. Donc, profitons peut-être de ce moment pour aussi, dans l'adversité, nous rajouter un peu de liant. Pas de liant, de challenge, quoi. Voilà. Ouais. Peut-être que c'est quand même un moment où on pourrait profiter de cette difficulté pour commencer à réinterroger des choses. Voilà, j'ai ça en tête. Je me dis que plutôt que de subir les choses, profitons-en pour reconstruire aussi un nouveau rapport au territoire, à la santé, à l'environnement, à toutes ces questions qui vont arriver. Vraiment, je pense que c'est l'économie de la fonctionnalité, c'est aussi l'économie du partage, et effectivement des sportifs de bon niveau pourraient transmettre des choses qui ne sont pas inutiles aujourd'hui, c'est la bonne santé, la nutrition, la diététique, l'immunité peut-être face à un virus, etc. On est bien d'accord. Avant de laisser la parole à Eric Mille pour un mot de revoir, je voulais remercier chacun d'entre vous pour ces échanges très intéressants et au plaisir d'en partager d'autres. Merci à tous. Au nom du RACEN, j'aimerais remercier toutes les intervenantes et les intervenants à cette première manifestation sous ce nouveau format et vous dire que innover sera le maître mot de l'action du RACEN dans les semaines et dans les mois qui viennent grâce à votre soutien.